Mesdames, Messieurs, vous êtes prêts? Bon, c'est aussi un très grand plaisir d'accueillir ici Éric Amouraben. Alors, je vais peut-être le laisser se présenter par son métier, parce que ça n'est pas sans rapport avec son enquête. C'est le cas de le dire. Donc, quelle est ta profession, Éric? Alors moi, je suis enquêteur de police à la police judiciaire à Pau. Voilà, depuis alors à Pau depuis 2008, c'est pas très vieux, mais je commence à avoir un peu de bouteille. J'ai pas loin de 28 ans de police, voilà, à peu près. Voilà. Donc, enquêteur. Ça n'est pas sans importance. Donc, ce livre, évidemment, résume ce qui s'est passé pendant combien de temps? Combien de temps ça a duré, cette enquête? À peu près une dizaine d'années pour les premiers éléments aux conclusions, j'allais dire, les certitudes scientifiques. Une bonne dizaine d'années, un peu plus de 10 ans. D'accord. Voilà. Alors, d'abord le cinquième homme donc le cinquième, pourquoi? Quelle est l'origine de cette histoire? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette personne, donc cet homme mystère? Bon, ben, c'est une histoire familiale à la base, c'est surtout ça qui a été à l'origine de mes recherches. J'aime beaucoup cette période, j'en suis passionné depuis enfant, enfin, ça c'est voilà, c'est quand même la base de ce qui m'intéresse. Et après, évidemment, le côté familial, évidemment, puisque mon grand-père était avec ce cinquième homme le jour où il a été tué. Il est là en photo. Il était inspecteur de police. Voilà. Pierre Cotonnat, qui était inspecteur à la 17e brigade. Oui, de police judiciaire aussi. Police judiciaire de Pau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans un service où il a été avant moi. Voilà. Donc, voilà, hein, ça c'est... Voilà. C'est un peu la suite comme Annie, voilà. Une espèce de filiation. Une véritable filiation, au sens le plus propre du terme. Donc Pierre Cotonnat et deux de ses collègues qui étaient avec lui, et un autre homme dont on parlera après, et ce mystérieux cinquième homme, ont été fusillés le 15 juin 1944 par des Allemands. Alors on dit toujours fusillés par les Allemands, mais c'est des Allemands. Et tu pourras peut-être nous dire si on sait qui étaient ces Allemands spécifiquement. Et ça s'est passé à Hydron, donc tout près d'ici, hein, en ligne droite dans la direction où est ma main. On doit être à peu près à 2 km, 2 km 200, un truc comme ça, pas plus. Et il y a à cet endroit-là une stèle où il y a tous les ans, le 15 juin, il y a une cérémonie à laquelle tu participes depuis ta plus tendre enfance, bien sûr, puisque ton grand-père a été abattu et, dans un premier temps, enterré là. Après, il a été inhumé ailleurs, mais la stèle est restée avec les noms des 4 personnes qu'on connaissait et la mention de cet inconnu. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de qui étaient les autres... Alors les autres voilà. Personnes aussi. Alors. Et plus globalement de cette 17e brigade, parce que ça c'est très intéressant. Alors, oui, donc mon grand-père Pierre Cotonnat, inspecteur de police. Reste vers la... Oui, pardon. Reste vers les gens. Je regarde derrière. Oui, non, mais tu as l'écran devant toi. Michel Lousteau était aussi, alors il était né à Idious, en vallée d'Aspe, était inspecteur de police aussi à la 17e brigade de police judiciaire de Pau. Et Louis Mourlon aussi, qui était natif d'Albi mais était à Pau, était aussi un jeune inspecteur de cette même brigade. Bon, alors pour parler brièvement, parce qu'on pourrait faire une journée complète, une après-midi complète sur la 17e brigade de police judiciaire qui était commandée par un commissaire principal qui s'appelait Louis Spotti, qui était, on parlait des francs-maçons tout à l'heure, qui était un commissaire qui était franc-maçon et un ancien instituteur qui avait été... recasé en 1938 dans la police judiciaire, et il avait formé tout un groupe de résistants, et c'était une brigade de police judiciaire qui était qui a mis les bâtons dans les roues dans les Allemands pendant très longtemps, enfin pendant les 2 ans où ils étaient les 2 ans d'occupation à Pau. Voilà. Effectivement, la 17e brigade, ils étaient très très mal considérés par les Allemands parce que les renseignements n'étaient pas terribles, les enquêtes n'aboutissaient pas, on signalait quelque chose et puis quand on arrivait, eh ben, les oiseaux étaient partis du nid, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de conspiration au sein de cette brigade pour éviter de mettre en danger des résistants. Et évidemment, c'était extrêmement risqué parce que le jour où on tirait la ficelle de ça, tout le monde tombait.
Oui, c'était la difficulté d'exercer un métier de répression à cette époque-là, parce que la police judiciaire, c'est un métier de répression où on est chargé de réprimer des délits et des crimes, et que pendant la guerre, il y avait des crimes et des délits comme il y en a aujourd'hui, sauf qu'il y avait aussi des actions qui étaient menées par des résistants. C'est-à-dire que quand il y avait une attaque à main armée d'un bureau de tabac pour aller chercher du tabac pour le maquis, ou qu'on allait faire une perquisition chez quelqu'un qui avait été dénoncé, si on y trouvait des armes, qu'est-ce qu'on faisait ? Est-ce qu'on faisait un procès verbal en disant qu'on avait trouvé des armes et qu'on remettait les gens aux Allemands ? Est-ce qu'on ne disait rien ? Il fallait aussi avoir confiance avec les gens avec qui on était lors de la perquisition. Donc tout ça, c'était la difficulté d'exercer ce métier-là, à cette époque-là. Et la 17e brigade, je crois que j'ai recensé, j'ai fait à peu près 25 biographies sur la quarantaine de personnes qui étaient vraiment impliquées dans la résistance. Je crois qu'ils ont eu une quinzaine de médailles de la résistance à la fin de la guerre pour des inspecteurs engagés dans la résistance. Et voilà, donc il y a eu énormément d'avancements, alors que l'image de la police était plutôt ternie à la Libération dans certains coins de France. Pau, de ce côté-là, a sauvé l'honneur, j'allais dire. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces 3 hommes, je parle des policiers, se retrouvent arrêtés ? Alors eux, ils sont, mais comme je vous disais, après le débarquement du 6 juin, ils ont eu l'ordre de leur chef, donc ce fameux commissaire Spoty qui était au maquis de Saint-Faust, on en parlait tout à l'heure, de Saint-Faust, où il y avait Ambroise Bordelongue et Honoré Barada, donc la tête de la résistance, et Louis Spoty, commissaire de police aussi, leur donne l'ordre de partir parce qu'on vient les arrêter en fait, et ils ont vent qu'on va les arrêter, donc ils prennent le maquis. Définitivement entre le 10 et le 12 juin, suivant les personnes, et qui ont rejoint le maquis de Rébénac en attente de rejoindre Saint-Faust. Et donc pendant quelques jours, ils étaient censés rester aux sources du Nez à Rébénac, parce qu'on ne pouvait pas les accueillir directement, ces 20 inspecteurs qui arrivaient, on ne pouvait pas les accueillir directement à Saint-Faust, il fallait aménager un peu le cantonnement, donc ils sont restés à Rébénac, et c'est à Rébénac que les Allemands ont attaqué. Voilà. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, mais il faut peut-être préciser comment ils sont partis, parce que ça n'est pas rien. C'est pas juste des bonhommes qui s'évaporent dans la nature. Ils partent comment ? Ils s'échappent par les fenêtres parce qu'on vient en fait. Alors, ça se passe rue Pasteur ? Ça se passe rue Pasteur. Alors le commissariat était pas rue au Queen, mais il y avait la police judiciaire était rue Pasteur au 19. Et en fait, ça n'a pas changé le bâtiment elle-même. Et quand on rentre au 19 rue Pasteur, on voit qu'il y a une cour. Alors il y avait une cour avec les voitures de la brigade et la cour derrière, elle donne quand on passe des toits qui sont pas très hauts. On arrive dans l'hôtel Montpensier, ou l'ancien hôtel Montpensier, je ne sais pas s'il a le même nom aujourd'hui. Toujours. Voilà. Et en fait, quand ils ont vent que les Allemands sont en train de venir les arrêter, parce qu'ils sont, comme on a dit tout à l'heure, déjà mal considérés, ils savent très bien qu'il y a eu le débarquement, donc les Allemands se disent, ces gens-là, il faut qu'on les neutralise, justement pour pas qu'ils partent au maquis. Donc ils viennent les arrêter, et en fait, ils s'échappent pour les résistants par les fenêtres, côté cour, alors que les Allemands arrivent de l'autre côté. Et ils vont chacun se réfugier où ils peuvent, et ils reviennent quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard, parce que pour certains il y a une journée ou deux qui sont passées. Et là ils reviennent à la brigade. Les Allemands étant repartis évidemment parce qu'ils ont trouvé que ceux qui avaient bien voulu rester, et là ils viennent, ils prennent les armes de la brigade, les voitures de la brigade, et ils rejoignent le maquis de Rébénac et les machines à écrire et les archives de la police aussi, effectivement, pour pas laisser aux Allemands le soin de tout récupérer. Et ils prennent définitivement le maquis, comme le chef de l'armée secrète leur avait demandé de rejoindre, que l'heure était arrivée après le débarquement de rejoindre le maquis et d'aller grossir les rangs pour la libération. Voilà. Et donc on se retrouve à l'œil du Nez à Rébénac, et c'est là que va survenir l'accrochage qui va précipiter le drame en fait. Oui, le 14 juin 1944, il faut savoir que les Allemands, depuis le débarquement, il y a eu des rafles qui ont été faites à Pau, où les Allemands ont arrêté des personnalités de Pau. On parle du secrétaire général, du préfet, de Monseigneur d'Aguzan. En fait,
tous ces gens qui étaient visés par les Allemands, qui étaient plutôt mal vus par les Allemands, eh ben, c'était une monnaie d'échange pour les Allemands et ils les ont pris en otage. Alors ils étaient une dizaine, je ne vais pas citer tous les noms, mais voilà, il y avait tout un tas de gens qui ont été arrêtés. Donc il y a cette ambiance-là d'arrestation. Les Allemands, évidemment, sont beaucoup plus sur les dents parce qu'il y a ce débarquement anglo-américain. Et finalement, finalement, il y a des actions de la résistance de plus en plus nombreuses. Ouais, et donc sur les routes. C'était pour en venir à ça, effectivement. Et donc des contrôles de plus en plus nombreux. Alors, il y a plus en plus d'accrochages. La répression allemande, elle s'intensifie en fait. Et on voit que le 11 juin 1944 arrive en provenance de Toulouse une troupe de 600 Allemands qui vont être logés à Barthou, là, et qui viennent uniquement pour s'accrocher avec les maquis, c'est-à-dire réduire les poches de maquis dont ils ont connaissance en vallée d'Ossau, en vallée d'Aspe, mais surtout en vallée d'Ossau pour les premières au moins. Hein, c'est pour ça qu'il y a les accrochages de Naï le 12 juin. Il y a Lys, Sainte-Colombe, Rébénac. Donc les Allemands, tous les jours, en fait, ils quittent leur cantonnement ici. Gros détachement avec l'armement qui est loin d'avoir un maquis évidemment, et ils sillonnent les routes et ils s'accrochent avec tous les maquis pour réduire leur puissance et essayer de maintenir l'ordre. Donc c'est comme ça que Rébénac se passe, c'est-à-dire le 14 juin. Les Allemands ont été attaqués à Naï le 12 juin et ils remontent tout le secteur entre Pédéourat, Pédestares. Il est en train de lâcher, je crois. Ah bon, d'accord. Et donc, les Allemands, ils progressent au fur et à mesure. Et donc, le 14 juin, ils tuent d'ailleurs une femme qui est dans un arbre en train de cueillir la cerise, croyant certainement que c'est une résistante à Sévignac-Sainte-Colombe, là, sur le haut. Et ils arrivent en soirée, le 14 juin, à Rébénac, où le maquis de Rébénac, où sont ces hommes-là et ils sont bien plus nombreux, évidemment. Il y a les 20 policiers, mais il y a une cinquantaine de personnes. Et il y a des camions qui sont là, qui arrivent ce jour-là pour les transférer à Saint-Faust. Et c'est à ce moment-là que les Allemands arrivent. Alors c'est un coup de malchance. C'est pour ça que tout le monde avait parlé de trahison après la guerre, etc. Mais c'est plus un problème de malchance sur cet événement-là. Hein. Ils sont arrivés au moment où ils seraient partis un quart d'heure plus tôt. Les Allemands ne les auraient pas croisés. Et évidemment, l'accrochage était inévitable. On a à peu près 200 Allemands qui arrivent, qui déboulent sur la route. Et puis le combat s'engage. Évidemment, il y a des armes qui sont démontées pour le transport. Donc, ils ont un fusil mitrailleur, les maquisards sur Rébénac. Et ils sont obligés de se replier. Et ceux qui sont au plus près de la route, ils sont un peu pris au piège. Et on retrouve ces fameux inspecteurs. Et Jeanne d'Or qui est tuée sur la route, qui était au maquis aussi, qui est tuée sur le bord de la route à Rébénac, où on voit encore une stèle en face de l'œil du Nez. Exactement. Et donc, parmi les arrêtés, donc, il y a ces 3 inspecteurs qui vont être emmenés où ? Ils vont être emmenés à Pau ? Bon, ils vont être amenés à Pau, ils vont aller à la Villa Saint-Albert, mais surtout à l'hôtel Beau Séjour, où il y avait de la FEL commandantour qui était basée. Et les troupes allemandes qui étaient arrivées de Toulouse et qui étaient logées juste en face de cet hôtel Beau Séjour, en fait, ils n'ont qu'à traverser la route, ils y sont, donc ils les amènent là, et c'est eux-mêmes qui le lendemain, les fusilleront. Oui. Et voilà. Et donc, en plus de ces 3 inspecteurs, il va y avoir 2 autres personnes. Alors, il faut que je cherche dans la projection. Donc, il y a René Amiel, alors que lui on a parlé du corps Franc-Pommiès tout à l'heure avec Claude Larry, mais il était au corps Franc-Pommiès, et lui, il est arrêté donc ce même 14 juin, le même jour que l'attaque de Rébénac, un peu avant, sur la route de Lys, la route, pour les gens qui connaissent, qui va de Sainte-Colombe à Naï par les petites routes. Il y a un monument où Charles Laborde, qui était un jeune de Rontignon, a été tué, et René Amiel qui était avec lui. Donc c'était des jeunes qui étaient au camp Franc-Pommiès, qui étaient en train de rejoindre leur maquis du corps Franc-Pommiès. Donc il n'avait rien à voir avec l'autre maquis de Rébénac. Mais il avait été arrêté. Donc Charles Laborde tué quand ces Allemands arrivent dessus, et René Amiel est fait prisonnier. Donc quand il y a le combat de Rébénac, 1 heure ou 2 heures après, René Amiel est déjà prisonnier dans un camion,
Et voilà comment il se retrouve avec les autres à Hydron. Voilà. Et avec donc un 5e homme qui est l'objet de ton enquête, parce qu'on arrive à lui maintenant. Donc, depuis que tu es enfant, tu vas assister donc tous les 15 juin à cette cérémonie du souvenir à la stèle d'Hydron. Il y a ton grand-père, il y a ces 3 inspecteurs, il y a ce René Amiel, et puis il y a un martyr inconnu. Alors c'est marqué quelque part sur le monument, oui, voilà. Vous voyez, voilà. Hein, voilà, ça, je ne sais pas si vous lisez bien, c'est marqué un martyr inconnu. Et il est resté inconnu jusqu'à il y a combien de temps? Officiellement en mars 2019, j'ai eu la réponse. Mars donc, voilà. C'est ça. Voilà. Depuis 1944 jusqu'en mars 2019. Voilà. Alors, il y a, ça, c'est une scène qui est l'exhumation des fusillés du Pont-Long. Oui. Vous savez qu'on a retrouvé 44 ou 47 corps de résistants fusillés qui avaient été enterrés dans une fosse commune juste après la libération de Pau. C'est-à-dire qu'en fait, juste après la libération de Pau, aussitôt, les gens qui savent où ont été enterrés des fusillés s'occupent d'aller les chercher pour leur donner une sépulture normale, les reconnaître, etc. Et donc, il y a énormément de documents de la police judiciaire, justement, avec des descriptifs très précis des habits, de ce qu'ils avaient dans leurs poches, de leurs identités quand on les connaissait, etc. Et comme ces exhumations ont lieu au même moment, pour Hydron et pour le Pont-Long, les numéros des fusillés d'Hydron suivent les numéros des fusillés du Pont-Long. C'est très étonnant. Oui, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il y en a eu 47 au Pont-Long, et en même temps, donc, on exhume les 5 d'Hydron, et en fait, ils ont les numéros 48, 49, 50, 51, parce qu'on suit une numérotation générale des fusillés. Ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre, mais au travers des documents, on a réussi à recouper tout ça, et on le comprend très bien. Voilà. Donc là, on a un compte-rendu effectivement de l'exhumation de corps à la corne d'un petit bois près d'Hydron. Hein, c'est le moment où les corps ont été retrouvés. Alors c'est le bois du Lano, pour les gens qui connaissent, à Hydron. Le bois du Lano, oui. On passe à côté, quand vous prenez la rocade pour aller vers Naï, vous avez la montée, juste après le rond-point. Voilà, la montée là, comme ça. Et bien juste à gauche, en contrebas dans le bois, c'est à 50 mètres en contrebas, il y a cette stèle. Pour y aller, vous prenez un chemin qui s'appelle maintenant le chemin des fusillés. Voilà. Et c'est le chemin que ces 5 hommes ont parcouru avec leur bourreau ce 15 juin. Hein, et c'est très émouvant quand on repasse par là, parce que maintenant on les connaît tous. Alors, parle-nous un petit peu de ton enquête, sans rentrer dans tous les détails peut-être. Oui, qu'est-ce qui étaient les indices, enfin, de quoi tu partais? Alors peut-être le document juste avant, le premier indice, c'est celui-là. Alors là, on a ce que je racontais avec Dominique, là, la numérotation à gauche 48-49, ça suit le Pont-Long, hein, puisque c'est fait en même temps. Il faut savoir que ces exhumations, elles ont lieu sous le contrôle de policiers et de FFI, et c'est souvent des Allemands ou des miliciens qu'on fait creuser pour déterrer les corps, hein, parce qu'après tout ils sont quand même responsables, donc on les fait creuser à eux, et les policiers, voilà, ils notent, ils prennent des photos quand ils peuvent, et ils notent ce qu'ils voient, c'est-à-dire une enquête de police. Voilà, on voit que il y a des numéros avec des descriptions physiques, vestimentaires, et on identifie les gens comme ça. Alors on voit que le 50, 51 et 52, ils sont identifiés en bas de chaque ligne, de chaque paragraphe. Hein, on voit que c'est les 3 inspecteurs de police, 50, 51, 52, puisqu'ils sont identifiés avec le nom. Effectivement, ceux qui dirigent les fouilles sont des collègues de travail de ceux qui sont morts, donc c'est plus facile pour eux de les identifier. Donc là, on est le 28 août 1944, hein, ils ont été tués en juin. Donc les corps ne sont pas très accessibles, très faciles à décrire, mais ils font comme ils peuvent, donc ils les reconnaissent. Alors le 48 et le 49, par contre, c'est en août 44, c'est des inconnus. Le 48 est identifié fin septembre 1944, donc c'est René Amiel, hein, qu'on a vu juste avant du corps Franc-Pommiès, qu'on a identifié assez vite parce qu'il y a dans ses poches du linge qui apparaît pas là, mais qu'on retrouve sur d'autres documents avec des initiales, hein, comme on faisait à l'époque, brodées. Donc on arrive à l'identifier assez vite. Et donc fin septembre 44, on sait que le 48, c'est René Amiel. Il nous reste le 49. Et le 49, jusqu'en 2019, on ne sait pas qui c'est.
Voilà. Et ce qui est important, c'est que la première fois que je vois ce document, ben évidemment, moi qui avais toujours vu ce martyr inconnu, je ne savais pas du tout à quoi il pourrait ressembler. Et puis là, j'avais quand même une description qui me permettait d'en faire au moins un descriptif vague, mais j'avais une taille, 1m75, cheveux moyens, corpulence moyenne, pantalon bleu de travail. Et surtout, j'avais cette marque de veston du tailleur civil et militaire Saint-Blancard et Sur-Adour, qui m'a donné un lieu géographique intéressant pour commencer une enquête, et puis une alliance aussi, parce que le fait qu'il ait été marié ou qu'il soit marié, c'était important pour l'enquêteur que j'étais. Bien sûr, oui. Là, on reconnaît évidemment le métier. C'est bien entendu, et ça nous rappelle évidemment des tas d'histoires de quêtes policières qu'on a lues dans des romans ou d'autres, mais là c'est du vrai en fait. Et là ce qui est important, c'est de se dire, ce type qui est inconnu, il a disparu probablement pour tout le monde, c'est-à-dire que sa propre famille, personne ne sait ce qu'il est devenu, sans doute, puisqu'il a été réclamé par personne, on ne sait pas. Et c'était un peu la version qui existait quand j'étais enfant, mais qui était celle de la Libération. C'était un républicain espagnol, tout le monde disait que c'était un républicain espagnol qui était venu donc se battre dans les maquis, un des fameux guérilleros dont on a parlé avec Claude tout à l'heure, ces fameux guérilleros espagnols engagés dans les maquis français pour délivrer d'abord la France puis l'Espagne, et qui étaient certainement morts là, donc on était resté sur cette version officielle, et finalement, même moi enfant, c'était la version qui existait, et je ne m'étais pas spécialement posé de questions, jusqu'au moment où voilà, j'ai commencé à me dire, bon, guerrilleros espagnol peut-être, mais il est peut-être un peu landais aussi, ou au moins il est peut-être passé par Aire-sur-Adour. Oui. Donc là, ça a commencé à m'intéresser beaucoup. Ouais. Donc, avançons. Donc, tu as un document oui. Qui est une lettre. Alors, aussi aux archives départementales, pour les gens qui font des recherches, tout ça, ça vient des archives départementales de Pau. Alors, il faut y passer du temps, mais ça vaut le coup. Là, c'est vraiment un nid où il y a plein de choses intéressantes. Cette lettre, elle était aux archives, dans les archives du comité de libération, et c'est une dame qui a signé sa lettre, Madame Veuve Labéry Albert, négociante en plumes et chiffons à Aire-sur-Adour, et elle écrit ça le 26 août 1944. Alors le 26 août 1944, elle écrit à la préfecture de Pau, parce qu'elle a lu dans le journal, je vous fais un résumé, elle a lu dans le journal qu'on déterrait des fosses, effectivement ça durait 3 ou 4 jours, ces fameuses fosses où il y avait 47 fusillés plus les 5. Donc elle s'intéresse à ça parce qu'elle dit, j'ai eu quelqu'un de ma famille, un membre de ma famille arrêté par les Allemands le 14 juin à Aire-sur-Adour, le combat de Révenac c'est aussi le 14 juin, et elle part d'Aire-sur-Adour le 14 juin. Il a subi un interrogatoire le 15 juin à Pau. Alors là, ça commence à m'intéresser beaucoup, parce que le 15 juin à Pau, il y avait aussi mon grand-père qui était avec ses camarades de maquis. Et je vais vous donner un signalement au cas où vous le retrouveriez dans les fosses. Et elle le dit, c'est un homme de 45 ans, grand élancé, mince, brun, teint blanc, mesurant 1m78, portant un dentier métallique. Côté gauche, je le ferai presque de tête, tellement je le connais. Nez long, bouche petite, voilà. Donc elle dit, au cas où il serait dans ces fameuses fosses où il y a eu 47 fusillés, parce que c'était surtout sur le pont long où il y avait beaucoup d'inconnus au départ des recherches. Donc évidemment, moi, ce courrier-là, quand j'ai lu le document d'avant et que je vous montre le document d'avant, on dit Aire-sur-Adour, les dates correspondent vraiment, 14 juin, arrêté le 14 juin, disparu le 15, on n'a plus de nouvelles alors qu'il est à Pau. Bon, évidemment, moi, ça m'intéresse. C'est un candidat, en fait, à l'identification. Alors, comment on passe de ça à l'identification avec certitude de l'identité d'un homme comme ça, ça a été tout le travail. Alors, on va peut-être pas raconter toute l'histoire parce qu'elle est racontée dans le livre, oui. Et très très bien en plus. Merci. Oui, on a envie de le relire dès qu'on a fini. Alors, on est à Aire-sur-Adour, donc donne-nous un petit peu quelques éléments. Ouais, alors, quelques éléments pour vous dire que là, c'est très bien. J'ai quelqu'un dans la famille de cette dame qui a disparu. Je me dis qu'Aire-sur-Adour, c'est vraiment très intéressant pour mon candidat. J'arrive à trouver un nom en 2012 qui peut correspondre à quelqu'un qui a disparu de sa famille. Alors c'est pareil, je ne raconte pas tout, mais tout est dans le livre, parce que c'est un peu long. Mais j'identifie Georges Coran comme pouvant être
cet homme qui a disparu, qui appartient bien à la famille de cette dame, évidemment. J'ai mis du temps à trouver parce qu'elle parle d'un membre de sa famille, mais elle ne dit pas c'est mon cousin, donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais j'ai fini par le trouver. Et effectivement, c'est un cousin de son mari, en fait. Et je trouve son nom en 2012. Et après, le dur travail, ça va être de me dire, bon, ok, c'est peut-être lui. J'ai continué à travailler sur d'autres noms à côté, mais j'avais personne qui rentrait aussi bien dans la case du puzzle. Donc évidemment, j'ai fini par me concentrer sur lui, puisqu'il ne me restait que lui comme candidat dans les disparus landais. Et c'est ça a été compliqué de passer d'un nom à une identification formelle, c'était un peu plus compliqué. Surtout qu'il y a des questions de lieu, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le corps d'un fusillé dans les Basses-Pyrénées en 1944, il ne va pas forcément rester dans les Basses-Pyrénées. Oui, alors les corps, évidemment, au début, ils sont dans la fosse commune, on les exhume, on fait des cérémonies, les corps repartent dans les familles. Mon grand-père est parti dans un caveau familial, comme les autres. Et il se trouve que l'inconnu, on se dit, mais il doit être à Pau, puisque j'avais cette photo de famille où on voit la tombe de l'inconnu sur votre photo à droite, c'est la tombe de gauche, là. C'est la tombe de l'inconnu, mais au cimetière de Pau, en septembre 1944. Mais j'ai que ça. Et donc, évidemment, j'ai été au cimetière à plusieurs reprises avec le gardien du chef du cimetière. On a fait des recherches. Je lui ai dit, moi, j'aimerais bien retrouver la tombe de l'inconnu. Et on a cherché un peu, là. On n'a pas trouvé, même dans les registres, jusqu'à un moment où, quand même, tout est écrit à un moment. C'est pour ça qu'il faut toujours insister dans les recherches. Les gens qui font des recherches, il ne faut pas se décourager. Surtout. On trouve toujours quelque chose. Je suis reparti à plusieurs reprises au cimetière. Je repartais sans rien, mais un jour, on a trouvé au fond d'un registre un document où il y avait répertorié le fameux numéro 48 d'Hydron, qui était répertorié en partance pour Lyon. Alors le corps était parti à Lyon. Je ne savais pas à quelle date. Il a fallu que je fasse des recherches auprès de tous les cimetières de Lyon et des nécropoles de Lyon pour leur demander s'ils n'avaient pas un corps qui était arrivé après la libération dans leur cimetière et qui avait un numéro 48. Je n'avais pas grand-chose, je n'avais pas de nom. Et on m'a répondu à la nécropole nationale de l'Adoua qu'effectivement, en 1962, le corps numéro 48 de Pau était bien arrivé là-bas. Et c'est la tombe que vous voyez là qui est marquée inconnu. Alors il y a marqué inconnu, mais en tout petit, il y a une référence, tout est bien répertorié. C'est le carré E, la tombe, le rang 5, la tombe 6, voilà, E5-6. Et cette tombe-là, évidemment, elle était répertoriée dans leur base, et tout ça a été tracé depuis l'origine, en fait. Donc ça permet d'aujourd'hui j'ai pu mettre, je savais où était le corps de l'inconnu, ce qui était important pour ce que j'allais faire par la suite, en fait. Bien sûr. Voilà. Donc après, il y a des documents. Après, il y a, alors, on décrit très rapidement parce que, bien sûr, il ne faut pas tout dévoiler. Mais la démarche, c'est effectivement ce qu'on n'aurait pas pu faire, évidemment, en 1962, et qu'on peut faire maintenant, c'est des identifications avec l'ADN. Et c'est là que ton obstination me laisse pantois, parce que pour arriver à obtenir du système judiciaire les autorisations d'ouverture de tombes, etc., de faire des analyses à ce niveau, c'est quand même la marque d'une grande obstination. Oui, obstination, obsession, peut-être ça devenait un peu maladif peut-être à la fin, mais quand j'avais mis le doigt dedans, effectivement, je m'étais dit que si je pouvais l'identifier à 100%, c'était quand même, ou au moins à 99%, c'était mieux que de dire on pense que c'est lui, c'est quasiment sûr que c'est lui. Mais je me suis dit, avec les nouvelles techniques aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Donc j'ai réussi à obtenir l'accord du parquet de Lyon qui a été compréhensif, avec un procureur général qui était vraiment très bien, et arriver à obtenir une première identification, et donc d'avoir la signature génétique de l'inconnu, grâce à ces os qui avaient été conservés. C'est miraculeux quand même. Et c'est en mai 2015, voilà, et la conservation des os, c'est toujours compliqué de savoir si on va avoir quelque chose, mais aujourd'hui on a besoin de très très peu de matière pour arriver à avoir justement... Je passe très vite les images. Voilà, c'est des images d'exhumation. Ça, c'était important parce qu'on y retrouve les fameuses dents métalliques qui sont décrites sur la lettre de Adèle Pabon-Labéry en 1944. Donc là, c'était un indice supplémentaire quand on a fait cette exhumation
qui m'a fait dire que j'étais sur la bonne piste. Et tout ça, ça a permis d'avoir une signature génétique d'une personne, de l'inconnu, du fusil inconnu d'Hydron. Donc ça, je l'avais. Après, il restait à le comparer avec... Et après, il fallait le comparer avec d'autres membres de la famille qu'il fallait identifier. Alors, on va peut-être pas raconter toute la fin parce qu'il faut laisser le suspense. Et que c'est un peu long. Et que c'est un peu long et que c'est technique, mais c'est très intéressant. Et ça montre aussi comment des techniques modernes peuvent venir solutionner des mystères anciens. Et ça a été... Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est très passionnant. Et là aussi, c'est très humain parce que ton grand-père a vécu ses derniers instants avec cet homme, tu es voulu jusqu'au bout chercher son identité et arriver à la certitude que ces restes dispersés, pas aux 80, mais enfin loin, qui étaient partis, appartenaient vraiment. Moi, je trouve que c'est assez admirable, personnellement. Ouais. Merci. Oui, donc dans ces cas-là, il faut refaire des arbres généalogiques de la famille pour savoir avec qui on pourra comparer ce fameux ADN qu'on a du fusil inconnu d'Hydron. Et travailler sur la famille donc, de Georges Courant, celui que je pensais de plus en plus être le bon candidat. Et donc pour ça, on ne peut pas comparer au hasard, il faut des profils masculins pour masculins, féminins pour féminins. Et donc ça a été un peu compliqué, mais on a réussi... à comparer avec la tombe avec le corps de sa maman qui était enterrée à Mont-de-Marsan, qui était morte en 1957, la maman de ce Georges Courant. Donc il a fallu qu'on finisse par l'exhumer, parce que c'était la seule solution qu'on avait, pour pouvoir comparer ces deux ADN. Et effectivement, en mars 2019, est tombée la réponse comme quoi c'était bien son fils qui avait été fusillé à Hydron à cette époque-là. Voilà. Et on retrouve là la stèle d'Hydron dont je vous parlais au tout début. Et il y a le marbrier qui est en train de poser en bas une plaque qui indique bien Coran Georges, identifié en mars 2019. Avec la petite astérix. Merci. Et à la nécropole donc à Lyon, oui. Son nom a été restitué sur la tombe. Donc maintenant, cet homme a une identité pour toujours. Voilà. Ça a été fait récemment et la famille a voulu laisser le corps là-bas, ce qui est très bien parce ça l'avait protégé pendant tant d'années. Donc il y est resté, mais maintenant il a son nom sur sa tombe. Voilà. Alors, nous avons quelques minutes pour poser quelques questions, si des personnes le souhaitent. Alors, est-ce qu'on peut allumer le micro et le faire passer à Josie ? Voilà. Oui, merci. Bon, bravo Eric. Merci. Je t'ai suivi depuis le début. Oui. Je voudrais juste savoir, est-ce que tu as eu une aide ou comment tu as fait toutes ces recherches ? Parce que c'est vrai que tu es à l'APJ, c'est vrai que c'est aussi ta connaissance du métier qui t'a permis aussi de débroussailler tout et d'arriver à tout ce que tu as pu et ton obstination. Mais est-ce que tu as été, de cette partie par contre professionnelle, aidé, accompagné, soutenu par... des collègues déjà, ton service, enfin ton administration, parce que pour faire toutes ces recherches, il te faut du temps. Et ce temps-là, tu ne peux pas le faire que sur, j'ai envie de dire, du temps libre, parce qu'il y a quand même... Voilà. Donc je voulais savoir si tu avais été accompagné et soutenu. Voilà. En dehors de certains. Alors, merci. J'ai été soutenu, oui. Aidé, j'ai pas... Bon, je me suis fait aider quand je pouvais, mais je ne pouvais pas trop faire suivre des gens dans mon obsession, parce que c'était compliqué quand même. J'ai eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de moments où le moral n'était pas au beau fixe, quand j'avais des mauvaises recherches. Et donc j'ai fait tout ça sur mon temps libre, évidemment, je ne l'ai pas fait au travail. Mais évidemment, les techniques de police sont les mêmes pour une enquête actuelle et des enquêtes plus anciennes. Mais après, j'ai eu du soutien, oui, de gens qui m'ont dit c'est très bien, il faut y aller. Je pense à mon ancien directeur de Pau qui m'avait dit mais si tu vas à Lyon, il n'y a pas de problème, moi je te paye le voyage. Bon, donc j'ai eu des aides comme ça, effectivement. Oui. Et puis le coup de main du marbrier.
le marbrier, qui n'a pas fait payer le fait d'ouvrir la tombe de Mont-de-Marsan, parce que mais tout ça coûtait de l'argent. Donc j'ai le... Oui. Alors les autorisations, oui. Alors c'est les autorisations quand c'est une nécropole nationale, c'est pour ça que la mairie de Pau a contribué à tout ça. J'avais embêté Monsieur Bayrou qui avait des entrées à Paris pour débloquer la situation, parce qu'un cimetière municipal, pour demander à exhumer, on peut y arriver quand on a l'accord du procureur de la République, etc. C'est assez facile. Après, c'est la mairie qui gère. Moi, c'était une nécropole nationale, donc c'était géré par le ministère de la Défense. Et à l'époque, c'était Monsieur Le Drian. Et ils avaient peur de donner une autorisation d'exhumer, parce qu'après, c'est la porte ouverte et tous les gens, ils ont peur que tout le monde aussi leur demande. Moi, je pense que mon grand-père est peut-être, etc. Donc, je pense qu'ils ont mis 3 ans avant de répondre. Voilà, ça a été très compliqué. Et voilà, j'ai fait intervenir Monsieur Bayrou, s'était proposé un jour à Hydron de m'aider. Et mais c'est ces choses-là qui débloquent, en fait. C'est des petites choses qui permettent d'avancer. Des coups de pouce qui sont indispensables pour avancer à des moments. Oui, mais il y a des fois, on est obligé de compter sur les autres, et nous, on est bloqué à un moment. Après, sur le financement, le Souvenir français m'a payé les 2 exhumations, puisqu'elles étaient faites dans le cadre des recherches historiques. Donc ça m'a pas coûté. Et les tests ADN, finalement, c'est le ministère de la Justice qui a fini par les payer, alors que je devais au départ les payer. Je m'y étais engagé. Bon, finalement, quand ils ont vu que ça aboutissait, j'ai eu affaire à des magistrats de Lyon extraordinaires. Donc, voilà, plus que compréhensif. Ouais, tout à fait. Complice. Ouais, tout à fait. Donc ça a été formidable. Voilà. Quelqu'un aurait une autre question à poser à Eric? Monsieur Lama, non. Je voulais savoir, ce monsieur dont j'ai déjà oublié le nom, vous avez mis des années à le trouver, moi j'ai mis 2 minutes pour l'oublier, et je m'en excuse. Est-ce qu'il avait eu le temps lui-même de laisser une famille, des enfants, des petits-enfants? Est-ce que vous avez pu après les rencontrer ou... Alors oui, il s'appelait Georges Coran, c'est facile à se rappeler, mais voilà, retenez-le, et puis il y aura le livre si vous voulez pour conserver un peu plus longtemps la mémoire. Je fais un peu de promo. Georges Coran, oui, il était marié effectivement, d'où l'alliance à l'exhumation, etc. Il était à ce moment-là en séparation avec sa femme qui était, elle, sur Bordeaux, parce qu'il tenait un bar sur Bordeaux avec elle. Ils étaient en instance de divorce, donc lui était revenu à Aire-sur-Adour au moment où il est arrêté, chez cette fameuse Adèle Pabon-Labéry, qu'il employait comme journalier, j'allais dire. Factotum. Et en fait, donc évidemment, il avait une fille qui s'appelait Lucette, qui est morte en 2012. Donc au moment où j'ai trouvé son nom, sa fille mourait, mais j'ai malheureusement pas eu l'occasion de la rencontrer. Et elle-même avait un fils que j'ai connu, qui est décédé maintenant. Et donc oui, il y avait une descendance jusqu'à là que j'ai pu rencontrer. Et on a vu cette année encore à Hydron, il y a des gens, notamment des petits-neveux ou petites-nièces qui viennent en général maintenant se recueillir sur le lieu où eux-mêmes, enfants, avaient entendu qu'il avait disparu. Ils ne savaient pas du tout ce qu'il était devenu. Leur version à eux dans la famille, c'était la déportation. Il avait dû être déporté, ils ne savaient pas du tout. Et en fait, maintenant qu'ils ont un lieu où qu'ils savent ce qui s'est passé, évidemment, ils viennent et on reste en lien en général. On échange assez par Internet et on est resté en lien avec eux. Et évidemment, ça a réuni un peu les familles, j'allais dire, des autres, puisqu'on voit aussi les autres familles des fusillés en général, quand ils peuvent venir et qui ne sont pas trop âgés. On a quand même des gens qui continuent j'allais dire, qui aident à souder un peu ces 5 familles. Voilà. Et pour la petite histoire, cet homme était un champion de course landaise. Il était écarteur. Oui, alors lui était tireur de corde. Non, lui était tireur de corde. Son frère était écarteur. Et son frère était écarteur célèbre. Et ils ont laissé leur nom dans la... Oui. De son frère.
Voilà, à Sognac et Cambran, Joseph Coran. Coran, donc écarteur, qui a son rond-point à Sognac et Cambran. Il est tireur de cordes aussi dans les arènes, donc il tirait les cornes Voilà. pour que l'écarteur puisse... Et alors, quand j'ai eu connaissance de cette histoire, je suis allé sur Gallica, qui est une mine extraordinaire, et j'ai cherché Georges Coran, course landaise, taureau, enfin vache, etc. Et j'ai trouvé plein de mentions de Georges Coran dans la presse locale, y compris des démonstrations de course landaise à la Haute Plante, donc à la place de Verdun, peu de temps avant la guerre, en 37 ou 38. Voilà, donc il était déjà venu à Pau, évidemment, et c'est quelqu'un qui avait beaucoup circulé, et il avait cette discipline sportive et artistique à la fois, et voilà, ça lui ajoute un peu d'humanité aussi. Éric, merci beaucoup de cette enquête merveilleuse. Merci beaucoup à vous tous. Et de l'avoir partagée avec nous. Bon. Juste deux choses. Je voudrais remercier beaucoup Monsieur Piolet, quand même, qui depuis 4 heures est sur scène. Avec plaisir. Et a animé tout ça. Avec beaucoup de professionnalisme, de recherche. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais je vous en prie, avec beaucoup de plaisir. Et deux, Madame Olazabal et Monsieur Amouraben vous proposent leur livre, juste en sortant, si jamais certains sont intéressés. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci, au revoir.